d'ici quelques années. Et puis, les perturbateurs endocriniens, je pense que c'est un sujet qui est très important aujourd'hui et on en parle de plus en plus. Donc, je pense que c'est important que vous ayez quelques notions de base sur ce sujet quand on parle de l'infertilité. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc du coup, il y a le micro qui est là. Oui, c'est Et ça. vous m'entendez bien? Ok, Voilà, super. il y a tous les gens en ligne qui vous entendent aussi. Ah, génial. Super. Donc en effet, perturbateurs endocriniens et fertilité, je vais surtout plus parler de la problématique de la fertilité masculine plus que féminine, puisque en fait, on a beaucoup plus d'informations sur les conséquences sur la fertilité masculine que féminine. C'est une question qui est évoquée quand même maintenant depuis les années 90. On avance doucement mais sûrement sur cette question. Mais c'est pas évident. Alors, en fait, on va un petit peu revenir un petit peu en arrière pour savoir finalement comment on en est venu à parler de ces perturbateurs endocriniens et qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien. Donc, en fait, déjà, l'hypothèse, pardon, sur l'origine des maladies environnementales, donc elle est basée en fait sur ce qu'on a pu observer à la fois chez l'homme et dans la faune sauvage. Donc, dans la faune sauvage, tout d'abord, on a pu constater en fait chez différents animaux comme l'alligator en Floride, la panthère, mais aussi les mouettes, une certaine féminisation, mais aussi des anomalies au niveau du tractus urogénital avec un nombre de cryptorchidis qui était augmenté chez les panthères, mais aussi des mâles alligators qui avaient un micropénis et différentes anomalies testiculaires. Donc ça, c'était la première observation. La deuxième observation, qui était donc tout d'abord, alors le pointeur il est là, c'est ça, ouais, qui était tout d'abord la méta-analyse d'Elisabeth Carlsen, donc en 92, qui a repris différentes études qui remontaient donc aux années même avant, oui, même 30, où on étudiait en fait les paramètres spermatiques. Donc, elle a repris toutes ces études et elle en a fait une méta-analyse en sachant que bah, la population pouvait être une population tout venante, ça pouvait être des donneurs, ça pouvait être des candidats à la vasectomie, ça pouvait être des hommes infertiles. Et donc, du coup, elle va obtenir cette courbe, cette droite ici qui montre en fait une diminution de la qualité du sperme. Cette méta-analyse a permis de se poser la question de ce qui se passait sur la problématique de la qualité du sperme, mais elle a été quand même vivement critiquée. Pourquoi? Parce que bah, la population n'était pas maîtrisée et n'était pas prise en compte dans l'analyse statistique. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez des ronds de différentes tailles. Donc, ça voulait dire en fait que bah, chaque étude est représentée par un rond. Plus l'étude est grande, plus les effectifs sont importants. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ben, en fait, dans les années 30, mince, dans les années 30, vous avez très peu d'études, et dans les années 90, vous avez beaucoup plus d'études, et avec des effectifs qui sont quand même plus importants. Donc, critiqué, c'est vrai qu'il y avait 15 000 hommes au total, mais c'est pas parce qu'il y avait 15 000 hommes au total qu'on pouvait forcément conclure qu'il y avait une baisse de la qualité du sperme. À partir de là, quand même, ça a posé quand même un certain nombre de questions à différentes équipes, et notamment il y a eu donc le sécos, anciennement Bicêtre et maintenant Cochin, qui se sont dit en fait, on a une population bien définie qui sont les donneurs de spermatozoïdes. Dans notre laboratoire, on travaille toujours de la même façon. Donc, on va voir ce que ça donne sur cette population. Et donc, ils ont pu constater, en fait, sur cette étude rétrospective, qu'il y avait une diminution, en effet, de la production spermatique. Cette question reste un vaste débat. Vous avez dû. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça parce que je pense que c'est important. On en a beaucoup parlé et je pense qu'il faut préciser les choses. Agaï Levine donc, a publié en 2017 et tout récemment, donc en novembre 2022, il est très alarmiste en disant oui, il y a une baisse de la qualité du sperme. J'ai repris toutes les datas entre 73 et 2018 et j'ai un effectif hyper important et on voit qu'il y a une diminution de la qualité spermatique et vous voyez, il dit moins 1,16% par an et moins 2,64 par an. Alors, dans sa première étude, vous voyez en 2017, il n'y avait pas du tout l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie.
Et donc là, il a rajouté quelques études pour avoir en fait une représentation globale. La seule chose, c'est que c'est un épidémiologiste. Je n'ai rien contre les épidémiologistes, mais vous savez très bien qu'en fait, l'analyse du sperme, ça ne se passe pas derrière une machine, même s'il y a des essais sur les machines. Ça se passe derrière en fait un hémocytomètre et que différents laboratoires n'utilisent pas forcément les mêmes hémocytomètres. C'est pour ça qu'on fait des contrôles de qualité, c'est pour ça qu'il y a l'accréditation. Et ça, en fait, il n'en parle pas du tout dans son travail. Et je ne suis pas sûre qu'en 1973, on analysait le sperme de la même façon qu'on l'analyse maintenant, puisqu'en 1973, de toute façon, vous n'aviez pas de technique thérapeutique, donc on avait une vision un peu plus globale, en fait, des paramètres spermatiques. Maintenant, on a besoin d'aller plus loin dans l'analyse spermatique, puisqu'on peut proposer des choses derrière. Donc, l'analyse n'est pas du tout la même. La façon d'analyser les hémocytomètres sont différents. On sait qu'il y a des différences sur les résultats en fonction de quel hémocytomètre vous allez utiliser. Donc ça, on a eu une grande discussion avec lui qui rejette complètement cette partie-là et la nécessité en fait de faire des contrôles de qualité. Alors là-dessus, nous, on a publié aussi dans Nature Review of Urology, donc aussi en août 2022, on a un peu décomposé son travail et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que en fait, vous n'avez pas une représentation homogène des études. C'est-à-dire que vous voyez en fait toute la Scandinavie, toutes les études qui sont sur la Scandinavie représentent pratiquement plus de la moitié des études qui sont analysées. Alors pourquoi la Scandinavie? Parce qu'en fait, sur les premières études rétrospectives, ils ont pu constater qu'il y avait une baisse de la qualité du sperme, notamment en Danemark. Parce que, en fait, ils ont pu constater qu'ils avaient une augmentation de l'incidence du cancer du testicule. Donc, à partir de là, toutes ces études qui ont eu lieu donc début 2000, fin 90, eh bien, ça a amené en fait un certain nombre d'études au Danemark et qui sont, vous voyez le rond, c'est le même principe que l'autre, avec des effectifs très importants et on sait qu'on a des altérations. Ensuite, il ne faut pas être non plus trop alarmiste. Vous voyez les chiffres, on est à chaque fois au-dessus, largement au-dessus de 50 millions. Donc, on est encore dans des valeurs qui sont dans la norme. D'accord? Donc, il faut être très très prudent par rapport à la baisse de la qualité du sperme parce que ce n'est pas une analyse standardisée. Standardisée, oui, mais on sait très bien qu'il y a encore des variations et automatisée comme on fait, en fait, on mesure une glycémie. Il y a quand même un certain nombre de subtilités quand on réalise un spermogramme. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des différences géographiques. Là, on l'a pu le montrer dans cette étude qu'on avait réalisée donc, pour Paris dans cette maternité, donc à Cochin. Et on a regardé en fait la population d'hommes fertiles, donc partenaires de femmes enceintes. On a fait des contrôles de qualité avant. On s'est dit on va travailler exactement de la même façon, de façon à ne pas avoir cette limite dans les analyses que je vous ai présentées juste avant. Et on a pu constater, comme vous pouvez le voir, donc sur le nombre total de spermatozoïdes mobiles, donc c'est une moyenne géométrique pour un homme de 30 ans avec un délai d'abstinence de 4 jours. Et ben, vous pouvez voir en fait qu'il existe des variations géographiques avec une numération totale qui était plus importante à Turku en Finlande et qui était les plus basses donc à Paris et à Copenhague avec des variations entre l'hiver et l'été. Donc là aussi, il y a eu d'autres études qui ont été faites exactement sous le même schéma avec contrôle de qualité régulier. On travaille tous de la même façon et ils ont pu constater aussi des variations géographiques en Scandinavie. Donc au total, baisse de la qualité du sperme, attention, peut-être que oui, peut-être que non. Je pense qu'il y a trop de biais autour pour être vraiment trop affirmatif. Par contre, variation géographique, oui, parce que quand on fait des études bien cadrées, on peut l'observer. Donc parallèlement à tout ça, l'autre contexte était donc les variations notamment sur les anomalies, notamment l'incidence du cancer du testicule qui augmente. Alors c'était intéressant parce que au Danemark, dans les années 90, on avait
une augmentation nette de l'incidence du cancer du testicule. Et en Finlande, on n'avait rien du tout. Et on a un décalage, c'est-à-dire que maintenant, on a une augmentation claire en Finlande du cancer du testicule qu'on n'a plus trop finalement au Danemark. Il est bloqué, non. Donc, des variations aussi, des incidences qui varient en fonction du pays, donc des différences géographiques là aussi, qui va dans le même sens. Donc, à partir de là, en fait, on est arrivé donc à ce mécanisme de perturbation endocrinien. Et donc, c'est un vaste débat permanent, les perturbateurs endocriniens qui sont présents partout, mais c'est aussi un lobbying industriel et c'est compliqué, très compliqué à gérer. Alors, dans les perturbateurs endocriniens, on va distinguer deux sortes de perturbateurs endocriniens. Les molécules d'origine naturelle qui vont être présentes donc dans les plantes, donc les phytoœstrogènes. Et donc, on va avoir en fait la génistéine, par exemple. On en parlera tout à l'heure. Et après, vous avez tous les composés synthétiques qu'on va retrouver donc dans l'industrie et dans l'agriculture. Donc, vous avez tous les agents plastifiants avec les bisphénols notamment, hein, et les phtalates. Et vous allez avoir aussi les pesticides avec la vinclozoline, le DDT, le lindane et le méthoxyclone, par exemple. Alors, les gens disent, ouais, la vinclozoline, en fait, on l'utilise plus, même le DDT, on l'utilise plus. Ça, on est d'accord. Le DDT, normalement, est banni de partout. Sur ce, il y a encore des agriculteurs dans certains endroits, ça s'était montré il n'y a pas très longtemps, qui ont encore des fûts remplis de DDT. Ces fûts ne sont plus utilisés, mais ils se dégradent et ils passent. Exactement, vous avez tout compris. Et quant à la vinclozoline, par contre, la vinclozoline est encore utilisée sur au moins le continent africain, voire asiatique. Et il y a quelques années, on était allé en Afrique du Sud, et en Afrique du Sud, ils utilisent encore la vinclozoline, hein. Donc c'est encore largement utilisé. Donc voilà. Alors, à partir de là, il y a eu plein de définitions. Donc, vous avez la définition de l'agence américaine qui dit que un perturbateur endocrinien est un agent exogène qui va interférer donc avec la production, la libération, le transport, le métabolisme, la liaison, l'action, l'élimination des hormones naturelles endogènes du corps, et donc ils sont responsables du maintien de l'homéostasie, de la régulation du processus du développement. Donc ça, c'était la première définition. Ensuite, il y a eu l'OMS qui a dit en fait qu'un perturbateur endocrinien, donc ça peut être une substance, mais aussi un mélange. Donc ça, c'était intéressant. La notion de mélange, on va en parler tout à l'heure. On n'est pas exposé qu'à un seul perturbateur endocrinien, on est exposé probablement à une multitude de perturbateurs endocriniens et pas forcément aux mêmes en fonction de l'évolution de notre vie. Et dans la définition de l'OMS qui a été introduit aussi, c'était les conséquences en fait pour les descendants. L'EFSA a essayé en 2013 d'apporter une nouvelle définition qui n'a pas tellement convaincu parce qu'en fait, elle s'est basée un petit peu sur les données de la littérature en disant, bah, en fait, il y a des études qui sont faites in vitro qui montrent un effet de perturbation endocrinienne et il y a des études qui sont faites in vivo chez l'animal qui montrent une perturbation endocrinienne. Et elle a voulu, en fait, distinguer les deux, mais en fait, plus personne n'utilise cette définition. Et la définition qui est la plus communément admise, comme je vous l'ai écrit sur ce diaporama, c'est celle de l'OMS. Alors, ces perturbateurs endocriniens, eh ben, on va les voir partout, comme on le voit sur cette diapositive. Normalement, vous avez mon diaporama, hein, donc vous allez tout récupérer. Et vous voyez, donc là, vous avez un couple qui va faire ses courses et vous avez tous les perturbateurs endocriniens que l'on peut retrouver et qui vont mettre en fait dans leur caddie. Pardon? En commençant par les habits. Ouais. Ouais.
Donc le bisphénol A, j'ai fait un petit focus sur le bisphénol A que vous lirez tranquillement. Je vais pas rentrer dans les détails parce que on a pris quand même pas mal de retard. Donc normalement, il est interdit depuis juin 2010 en France dans la fabrication des biberons. Il est interdit dans tous les contenants alimentaires. Et notamment tous les dispositifs médicaux à destinés aux bébés et aux femmes enceintes. Et on les retrouve aussi, on peut plus les retrouver dans les encres qu'on a en fait au niveau des cartes et des tickets de caisse. Alors, le bisphénol A, alors juste, on va faire une petite parenthèse sur le bisphénol A, on reviendra tout à l'heure aussi là-dessus. Mais en fait, l'ANSES, qui est l'agence qui évalue en fait les différents toxiques sur la fertilité, mais aussi d'autres choses, donc a fait un focus sur bisphénol A et fertilité. Donc, ils m'ont demandé d'y participer. Donc, c'était un travail hyper intéressant. Donc, on reprend toutes les données de la littérature. Moi, j'avais l'appareil reproducteur mâle. Alors, c'est intéressant de reprendre toutes les données de la littérature parce que ben, il y a des limites dans les données de la littérature. Et comme le bisphénol A a été pointé du doigt, ben, en fait, les industriels, ils ont vite préparer d'autres bisphénols parce qu'en fait, il faut le remplacer, ce bisphénol A. Il sert bien à quelque chose dans les agents plastifiants. Et ils les ont en fait remplacés rapidement par bisphénol S et bisphénol F. Et on a eu une réunion un peu houleuse avec l'ANSES en disant, mais en fait, ça sert à rien parce que là, on va vous démontrer qu'il faut retirer le bisphénol A. Ça, c'est sûr, d'accord? Même s'il y a des alarmes, il n'y a pas forcément de certitude. Mais vous êtes en train de mettre sur le marché d'autres bisphénols qui n'ont même pas été évalués. Et finalement, depuis, on se rend compte que bah, ce bisphénol S et ce bisphénol F sont tous deux aussi nocifs que le bisphénol A. Donc on rassure, vous inquiétez pas, on arrête le bisphénol A. Allez, on va rien dire, on met un autre. Mais, euh, mais finalement, après, on se rend compte que bah, c'est pas mieux, quoi. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau des industriels pour essayer d'avancer sur on remplace pas un bisphénol par un autre bisphénol. C'est juste pas possible. Ensuite, vous allez avoir les phtalates. Donc là, je vous laisserai aussi regarder. Donc vous voyez, on peut les retrouver en fait un peu partout, notamment dans les cosmétiques aussi, dans les plastifiants, dans les revêtements vinyles. Et en fait, ce qui est toujours embêtant, quand vous avez une bouteille d'eau, c'est le plastique, c'est quand il chauffe. Et quand il chauffe, il se dégrade, d'accord? Et c'est comme ça qu'on le retrouve dans l'aliment. C'est la problématique des boîtes de conserve. Les boîtes de conserve qu'on ouvre, qu'on met dans un bain-marie pour les réchauffer, bah non, faut pas faire comme ça. Faut vider la boîte de conserve et faut réchauffer, pas dans un contenant en plastique et au micro-ondes, soit en verre au micro-ondes, soit dans une casserole au feu. D'accord? Donc voilà, en fait, il y a plein de choses. En fait, il y a une éducation, et je pense que dans l'éducation, on n'en parle pas forcément aussi énormément par rapport aux phtalates, aux bisphénols et autres. Donc, le phthalate le plus potentiellement toxique, c'est le DEHP et le MEHP. Donc le parabène, là aussi, vous voyez, on en trouve aussi partout. Donc je vous ai donné, vous voyez, 3 exemples où on en retrouve vraiment partout. Donc c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Maintenant, quand on achète un produit, on est obligé d'aller regarder, de le retourner pour voir ce qu'il y a. Mais voilà, après je vous dis, vos bouteilles d'eau, vous les mettez pas en plastique, vous les stockez pas en plein soleil, quoi. Vous les mettez à l'ombre. Ensuite, vous avez les phytoestrogènes. Donc, c'est ce que je vous ai dit, en fait, ces perturbateurs endocriniens d'origine naturelle. Et donc, vous allez les retrouver dans les noix, le soja, les céréales, les légumineuses et un peu partout. Donc là aussi, vous n'allez pas arrêter de manger des noix, c'est trop bon. Mais voilà, après, c'est toujours la même chose, c'est un équilibre de ce que vous mangez. Et ces perturbateurs endocriniens vont agir sur bah, toutes les glandes endocrines, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Alors, il faut faire attention parce que le tissu adipeux, en fait,
c'est parfait, ça va stocker les perturbateurs endocriniens. Et donc, en fait, et relarguer régulièrement ces perturbateurs endocriniens. Donc, tissu adipeux, il faut être très très vigilant là-dessus. Il faut faire du sport, exactement. Et donc, quand une femme enceinte est exposée à ces perturbateurs endocriniens, eh ben, on va avoir aussi l'exposition fœtale via la maman. Alors, que sait-on et quelles conséquences? Donc, on sait que l'exposition chez la femme enceinte, au début, en fait, quand on a commencé à s'intéresser aux perturbateurs endocriniens, on a un peu vu que la femme enceinte, et c'est vrai que c'est la mise en place de l'appareil reproducteur, donc c'est la période sensible, et on s'est intéressé qu'à la femme enceinte. Mais, je ne sais pas, je pense que un enfant qui a été exposé in utero, d'accord, ensuite qui naît, qui ensuite, avec ses jouets en plastique qui va sucer, va continuer à avoir une autre exposition d'autres perturbateurs endocriniens. Après, quand il va être enfant, il va réchauffer ses trucs au micro-ondes, dans du plastique, etc. Il va pas faire encore d'autres perturbateurs endocriniens. Et après, à l'âge adulte, ça va être encore d'autres choses. Quand il va faire son jardin, il va être exposé à des pesticides parce qu'il ne fait pas attention, etc. Ça va être encore d'autres perturbateurs endocriniens. Donc oui, il faut s'intéresser en fait à la femme enceinte parce que c'est la mise en place de l'appareil reproducteur, mais l'exposition ne s'arrête pas à l'accouchement. L'exposition va continuer exactement tout au long de la vie. Donc, que sait-on quelles conséquences? Donc, la femme enceinte à tous les stades de la vie, quand, pendant combien de temps? Un seul, plusieurs, et il y a probablement, comme pour tout, une susceptibilité individuelle. Alors, quand on nous dit, bah voilà, quels sont les mécanismes des perturbateurs endocriniens? Là, on nage. Ça commence à devenir un peu compliqué parce qu'en fait, vous avez tous ces modes d'action qui sont présentés en fait sur cette diapositive. Mais quand on a fait des études tout au début chez l'animal, on utilisait des doses qui étaient toxiques. Et on se rend compte maintenant, quand on utilise des doses qui sont compatibles avec une exposition humaine, eh ben, les mécanismes ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, le phytoœstrogène, donc, est à dose forte a une action œstrogénique, mais on sait maintenant qu'à dose faible, il peut avoir une action aussi anti-androgénique. Donc, ça devient compliqué. Là, vous avez en fait les principaux mécanismes des effets des perturbateurs endocriniens sur la qualité spermatique, donc qui peuvent agir en fait sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, sur le testicule, sur la cellule de Leydig, sur la cellule de Sertoli, sur les spermatozoïdes, sur l'épididyme. Donc, il y a différents points d'action de ces perturbateurs endocriniens. Alors, est-ce qu'on est exposé à un ou plusieurs perturbateurs endocriniens? Rien que dans l'alimentation, vous avez l'EFSA qui a pu regarder en fait sur des échantillons alimentaires en fait que dans à peu près la moitié des cas, ils retrouvaient en fait des résidus de pesticides dans pratiquement 70 000 échantillons analysés. Et dans ces résidus, on avait au moins 2 pesticides qui étaient trouvés, donc que les pesticides hein, pour l'instant, hein, d'accord? Et un tiers contenait plus de 4 résidus de pesticides. Donc, on n'est pas exposé à un perturbateur endocrinien, on est exposé à une multitude de composés chimiques et perturbateurs endocriniens. Et ça, à tout moment. Donc, comment on travaille? Soit avec les études épidémiologiques, soit avec les études animales. Alors, si on part sur les études épidémiologiques, donc il faut définir toujours, garder la population qui est étudiée. Donc c'est là où ça devient compliqué, par exemple chez la femme, si on veut étudier la qualité ovocitaire, encore qu'on ne sait pas bien étudier la qualité des ovocytes, eh ben, la seule population de femmes où on peut étudier cette qualité ovocitaire, ben, ça va être la femme qui a recours à une aide médicale à la procréation. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas un biais de sélection avec cette population? On n'est pas représentatif de la population générale. Quels vont être les paramètres étudiés et comment on va étudier ces paramètres? Comment on mesure l'exposition?
Tout au début, en fait, quand il y avait des études épidémiologiques, on faisait un seul point d'exposition. Par exemple, les études chez la femme enceinte, on prenait les urines du premier trimestre et, et voilà, c'était représentatif de l'exposition pendant la période in utero. Bah non. Maintenant, on sait que non. Donc maintenant, on sait qu'on fait plusieurs points. Surtout que la femme, elle donne ses urines pratiquement à chaque consultation. Donc, quand elle va à la maternité, donc c'est pas compliqué de récupérer les urines et de faire les dosages dans les urines pour voir si on retrouve des perturbateurs endocriniens. Et on sait aussi que pendant la grossesse, eh ben, on a des habitudes alimentaires qui peuvent évoluer tout au long en fait de la grossesse. On peut même aussi récupérer en fait le méconium et analyser le méconium qui serait en fait la meilleure représentation de l'exposition in utero. Le seul problème, c'est que c'est très difficile de faire cette analyse sur le méconium, qui est quelque chose d'assez dur. Et ceux qui le font, ils me disent que c'est vraiment pas évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'études là-dessus. L'analyse statistique, l'analyse statistique, eh ben, faut bien faire attention à tous les paramètres confondants qui doivent être pris en compte et aussi vérifier en fait que ben, la personne n'est pas exposée éventuellement par son travail ou par d'autres choses à d'autres perturbateurs endocriniens. Donc, il doit forcément y avoir un interrogatoire pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres perturbateurs endocriniens. Des études animales, pendant des années, on a fait des études avec des doses qui étaient plutôt toxiques et pas des doses qui représentent l'exposition humaine. Maintenant, il y a eu quand même plein d'études qui permettent quand même de savoir finalement bah, si on est exposé à la vinclosoline, on a une estimation de la dose, on a des estimations de dose d'exposition chez l'humain. Donc, c'est ces estimations de dose d'exposition qu'il faut utiliser pour faire ces études animales. Et après, hein, le rat ou la souris ou le lapin, c'est pas l'homme. Le métabolisme n'est pas du tout le même. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Donc, il faut faire attention aux, aux conclusions hâtives. Et puis aussi, il faut 10 animaux 4 animaux, pardon, et 10 animaux par groupe. Donc la faible dose, vous verrez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc c'est ce qu'on appelle la NOAEL, la LOAEL, la DJA. Donc ce sont des valeurs qui vont permettre en fait de définir ce qu'on appelle la valeur toxique de référence. Et donc c'est ce qu'on va utiliser quand on travaille à l'ANSES pour faire l'évaluation du risque par rapport à une molécule. Et on a donc cette NOAEL qui est la dose maximale sans effet nocif observable. Et on a la LOAEL, c'est la dose minimale avec un effet nocif observable. Et la DJA, c'est la dose journalière acceptable. Donc, si vous vous intéressez, donc, vous allez voir ces termes NOAEL, LOAEL, DJA que vous allez trouver. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis cette diapositive de façon à ce que vous puissiez avoir une référence. Et il y a des protocoles maintenant standardisés. Il y a des lignes directrices et il faut respecter maintenant ces lignes directrices, c'est-à-dire qu'on ne met plus de biberons en plastique aux rongeurs parce qu'on sait très bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça peut se dégrader, surtout s'il y a la lampe qui est juste là au-dessus, qui fait jour et nuit et qui chauffe le plastique et donc du coup ça se dégrade. Donc ça aussi, il faut faire attention. Il faut faire attention à l'alimentation des rongeurs. Donc regardez dans le papier s'ils ont bien checké l'alimentation des rongeurs. Parce qu'en fait, dans l'alimentation des rongeurs qui est vendue par les commerces spécialisés, on est bien d'accord, il peut y avoir des phytoestrogènes. Donc par exemple, si vous partez sur une étude, je vais dire n'importe quoi sur la vinclosoline, vous ne faites pas attention à ça. En fait, vous avez une double exposition, phytoestrogène et vinclosoline, mais vous ne le savez pas. Les barres, les cages, elles doivent être maintenant en métallique.
et plus plastique avec trucs plastiques, parce qu'autrement, les rongeurs, ils les mangent. Donc tout ça, en fait, on a appris depuis les années 90 à voir tous ces biais, en fait, dans, dans ces études animales. Donc faut être vigilant quand vous prenez un article, vous vérifiez bien aussi quand on utilise par exemple la vinclosoline, on va rester la pureté du produit qui va être utilisé. Donc, il doit être au maximum pur. S'il y a d'autres choses, ben, faut savoir ce que c'est et est-ce que ces autres choses ne vont pas non plus modifier, ne peuvent pas aussi être un facteur de biais par rapport aux résultats. C'est compliqué, hein? Mais c'est voilà. Mais plus, je peux vous dire, hein, moi je travaille là-dessus, plus j'avance, plus je m'arrache les cheveux, ça va, il m'en reste encore, mais plus ça devient compliqué de travailler sur les perturbateurs endocriniens, honnêtement. Alors, si on regarde un peu déjà les données chez l'homme, les études donc épidémiologiques, donc ça, je reviens pas. Donc, on a les différentes périodes. Il y a à chaque période, on peut avoir des effets différents. Donc, période in utero, c'est essentiellement la mise en place de l'appareil reproducteur et les cellules souches qui sont à la base des cellules les spermatozoïdes. En période périnatale, on a les cellules de Sertoli avec la multiplication des cellules de Sertoli. Donc, vous savez très bien que les cellules de Sertoli supportent un certain nombre de spermatozoïdes. Donc, si vous diminuez, si on a une diminution des cellules de Sertoli, probablement, on aura une concentration moindre à l'âge adulte. Ensuite, on peut avoir un effet sur la puberté. On a la différenciation des cellules de Sertoli à la puberté et ça peut aussi altérer directement les spermatozoïdes à l'âge adulte. Alors là, c'était juste pour vous montrer, en fait, c'était une étude danoise et finlandaise, où ils ont dosé dans le lait maternel, donc ça c'est en haut, hein, vous regardez, lait maternel des mamans qui avaient donc eu, il est où le rond? Là, euh, 62 garçons qui avaient une cryptorchidie et d'autres mamans qui avaient eu donc des garçons qui présentaient pas d'anomalie. Donc ils ont recherché 27 pesticides, dont les plus fréquents qui sont ici, et ils ont pu constater en fait que chez les mamans qui avaient eu des enfants qui présentaient une cryptorchidie, on avait un taux particulièrement élevé et significativement élevé de ces 8 pesticides dans le lait. Ensuite, ils ont regardé, parce que tout au début, je vous ai dit, pardon, qu'il y avait une différence sur la qualité spermatique au Danemark, qui était moins bonne qu'en Finlande. On le voyait dans l'étude des différences géographiques, qu'il y avait plus d'anomalies au Danemark par rapport à la Finlande maintenant, même si ça s'inverse maintenant. Et donc, ils avaient regardé, en fait, ils avaient comparé, en fait, le dosage, en fait, de ces pesticides, des mêmes pesticides, dans le lait maternel et dans le placenta. Comparaison entre les femmes originaires de Finlande et celles originaires du Danemark. Et ils ont pu constater, en fait, qu'il y en avait beaucoup plus dans le lait maternel, dans le placenta, des femmes danoises que des femmes finlandaises. Ensuite, là, vous avez cette étude donc, qui est faite chez l'adulte, d'accord? Donc avec des hommes qui sont exposés et des hommes qui n'étaient pas exposés. Ils ont regardé en fait la fragmentation de l'ADN avec le test de Comet, le Comet essai, et ils ont pu, notamment avec le MEP, ils ont pu mettre un lien entre la fragmentation de l'ADN et l'exposition donc au monoéthylphtalate. Ensuite, cette étude qui est avec les bisphénols A et d'autres phénols, et là aussi, ils ont pu mettre en évidence une association entre l'exposition au bisphénol A et au propylphénol et le risque de malformation, et donc l'augmentation de cryptorchidie notamment. Alors, quand on commence à regarder, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand on commence à regarder toutes les études, on prend bisphénol A, on prend toutes les études qui ont été faites chez l'homme, et ben en fait, c'est compliqué de conclure parce que
Ben, on nous dit toujours, quand vous faites une étude, vous n'allez pas refaire l'étude de voisin. Un journal va vous dire, bah non, ça a déjà été montré. On est d'accord. Donc, on va faire autre chose. On va regarder d'autres paramètres, on va peut-être procéder différemment pour publier. Oui, mais en fait, nous, quand on doit faire de l'évaluation du risque, on nous demande de trouver au moins deux études qui vont dans le même sens, qui montrent la même chose. Donc, en fait, on est complètement en opposition, ce qui fait en fait que c'est difficile de pouvoir conclure. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, là, c'était avec les phtalates. Vous avez donc les paramètres du sperme. Eh bien, donc vous avez cette première étude, qui est une étude transversale qui a été faite chez les conscrits, 234 conscrits, et ils ont fait des ajustements sur le plan statistique et ils ont dosé les phtalates dans les urines. Alors, toujours intéressant de regarder les taux de participation des hommes. Là, 14%, c'est pas énorme. Donc, on a envie de dire, finalement, ces hommes qui viennent, est-ce que c'est pas des hommes qui ont dans leur antécédent ou qui ont un frère qui ont des problèmes de fertilité et donc du coup, est-ce qu'on n'a pas aussi un biais par rapport au recrutement de ces hommes? Dans l'étude européenne que je vous ai montré en fait tout à l'heure, où on comparait donc sur Paris, donc j'avais publié donc un article où j'avais repris en fait, grâce au dossier de la maternité, tous les hommes en fait que j'avais approchés et tous les hommes que j'avais recrutés. Et j'avais regardé en fait les antécédents pour voir si, essayer de comprendre ceux qui avaient participé et ceux qui n'avaient pas participé. Et je n'avais rien trouvé. Cependant, même si c'était pas significatif, il y avait quand même un P à 0,1 sur des hommes en fait qui avaient un frère qui avait des problèmes d'infertilité ou un oncle. Voilà, on retrouvait quand même cette notion, ou quelqu'un dans la famille qui a eu un cancer du testicule. Voilà, donc il y avait quand même une tendance par rapport à ces hommes qui étaient quand même sensibilisés par la question et donc qui participaient à cette étude. Les taux de participation, vous pouvez regarder, ils sont rarement mis et ils sont rarement au-dessus de 20%. Donc là, ils ont un premier résultat avec le MEP et la mobilité, mais ils n'ont rien trouvé avec les autres métabolites du phtalate. Une autre étude juste en dessous, donc avec un bel effectif de 132, quasiment pareil. Là, par contre, c'est la population générale, 20-40 ans. Ils ont là aussi mesuré les phtalates, euh, dans les urines, ils ont ajusté. Et, euh, et là, ils disent qu'en fait, qu'ils ont analysé les paramètres spermatiques selon l'OMS. Ils ont regardé aussi, ils ont fait une analyse par rapport au seuil de l'OMS. Bah, cette fois-ci, alors que dans l'étude juste précédente, on n'avait rien entre concentration et MBP, et là, on a quelque chose. Mais par contre, on n'a rien sur les paramètres spermatiques et rien sur la mobilité et le méthyléthylphtalate. Donc, à partir de là, vous pouvez, vous dites, je sais pas quoi. Je sais pas quoi conclure. Un trouve, l'autre ne trouve pas. Et ça, si vous commencez à prendre, eh ben, vous allez pas forcément toujours, là, vous avez encore en dessous. Là, ils ont trouvé que avec le volume. Et c'était chez des paramètres spermatiques chez des garçons de 17-20 ans. Les phtalates, vous avez des choses sur la distance anogénitale, sur les hormones, et là aussi, donc, sauf que pour la distance anogénitale, ils ont trouvé là quelque chose sur les deux études. Distance anogénitale, ça vous dit quelque chose? Oui, d'accord. BPA, on va se retrouver toujours avec les mêmes Les mêmes difficultés, c'est que c'est pas les mêmes populations. Il y a des ajustements, parfois il n'y a pas d'ajustement. Là, vous voyez, pour la dernière, c'était une étude cas témoin, transversale, des couples. Et donc, voilà, il y a un effet, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet dans certains trucs, il y a parfois des effets, et c'est toujours compliqué. Donc, au total, quand on fait une évaluation du risque, de conclure, parce qu'on n'a pas deux études qui vont dans le même sens. Donc,
peut-être que le modèle animal, en fait, va nous aider à avancer là-dessus. Donc l'avantage de l'animal, bah, c'est qu'on peut le couper dans tous les sens. Mais l'inconvénient, c'est que bah, c'est pas l'homme et que on n'a pas en fait toutes les caractéristiques développementales, toute la toxicocinétique qui sont ça n'a rien à voir avec l'homme et on peut pas mimer de manière exacte, de manière identique à l'exposition humaine. Alors là, il y a eu plein d'études qui ont été réalisées et ça, vous pouvez en retrouver donc un certain nombre dans la littérature. Je vais vous présenter ce que nous, on a fait. En fait, on s'est intéressé à la génistéine et à la vinclozoline. Et on s'est dit, parce que beaucoup d'études étaient faites essentiellement chez l'animal pendant la période in utero, et donc nous, on a voulu faire une exposition de la conception jusqu'à l'âge adulte. Et on a choisi des doses qui étaient soit compatibles avec une exposition humaine, donc soit pour la vinclozoline et la génistéine 1 mg kilo jour, soit des doses qui étaient élevées, mais pas trop élevées parce qu'il fallait quand même maintenir la majorité des animaux jusqu'à l'âge adulte. Et on voulait un peu un témoin positif. Donc, on a regardé dans la littérature et on a choisi 10 mg kilo jour pour la génistéine et 30 mg kilo jour pour la vinclozoline. Et on a regardé les effets sur l'appareil reproducteur. Et ce qu'on a pu en fait constater, donc là, vous avez la mesure de la réserve spermatique chez les rats. Vous avez le groupe témoin. Donc, on avait 20 animaux par groupe et vous voyez donc les variabilités qu'on peut avoir entre les différents rats, d'où l'intérêt d'avoir au minimum 10 animaux par groupe. Donc, si vous avez des études avec moins de 10 animaux par groupe, vous pouvez les mettre à la poubelle directement. Donc 10 animaux par groupe et vous avez donc la génistéine en faible dose, la génistéine en forte dose, 10 mg kg jour, la vinclozoline en faible dose, la vinclozoline, en forte dose, en gris clair. En violet, vous avez l'association en faible dose et l'association en forte dose. Et en fait, c'était ça qui était intéressant, c'était l'association. On était une des premières équipes à travailler sur la problématique de l'association. Donc, en faible dose, avec une exposition de la conception jusqu'à l'âge adulte, finalement, pour la génistéine et la vinclozoline, on n'a pas d'effet. Très bien. On a des effets pour la forte dose. Très bien. En fait, ça validait notre modèle puisque c'est ce qu'on retrouvait dans la littérature. Donc, on était content. Mais par contre, là où on a été surpris, c'est que finalement, c'est l'association en faible dose où on avait le maximum d'effets. Ensuite, quand on fait l'analyse transcriptomique, on fait donc ce qu'on appelle l'analyse hiérarchique non supervisée, c'est-à-dire que c'est une machine qui en fait trie et qui nous dit en fait quels sont les groupes qui sont les plus différents sur l'analyse transcriptomique. Et c'est ce qui a été fait ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est que en fait, c'est le groupe contrôle, les deux groupes les plus éloignés, bah, c'est le groupe contrôle et l'association en faible dose. Finalement, on retrouve des résultats qui sont assez similaires aux résultats de la réserve spermatique. Donc voilà, donc les faibles doses seules n'ont pas forcément d'effet, mais si on les met ensemble, ça peut avoir un effet. Donc ça, c'était un premier résultat. Dans les questions aussi qu'on se pose, c'est la problématique des effets transgénérationnels. Donc il faut faire attention en fait, là aussi la littérature, il faut bien distinguer le transgénérationnel qui va aller jusqu'à la troisième génération du multigénérationnel qui va aller jusqu'à la deuxième génération. Donc faire du transgénérationnel, troisième génération, compte tenu qu'il vous faut au moins 10 animaux par groupe, compte tenu qu'on doit faire attention parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une portée qui soit prédominante dans toutes les analyses, eh ben, ça demande un nombre énorme d'animaux, ça coûte une fortune. C'est essentiellement les industriels qui ont plein de fric qui peuvent faire ce genre de modèle et parfois qui ont besoin de défendre leurs molécules. Donc, il faut être un peu vigilant et regarder en fait qui leur a donné, qui leur a fourni la molécule. Alors, cependant, il y en a quand même, et on va regarder un petit peu les données animales sur les effets transgénérationnels. Ceux qui ont beaucoup travaillé dessus, c'est Hanway et Skinner. Donc, Hanway et Skinner, ils travaillent beaucoup sur la vinclozoline. Et là aussi, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que
eh ben, il faut essayer d'exposer l'animal de la même façon qu'on va, nous, être exposés en tant qu'humain. C'est-à-dire que la vinclozoline, c'est un pesticide. Si on est exposé en l'ingérant. On est d'accord. Ou éventuellement par la peau si on n'a pas mis de protection. Voilà. Là, vous voyez, il fait des injections intrapéritonéales. Donc ça n'a rien à voir avec une exposition humaine. Ensuite, il a utilisé deux anti-androgènes, la vinclozoline et le flutamine. Mais vous voyez, en fait, la vinclozoline, il a utilisé à 100 mg kilo jour. C'est énorme. C'est même pas une exposition humaine, c'est une exposition toxique. Et il va l'utiliser, alors il ne peut pas l'utiliser très longtemps, hein, mais il l'utilise du 8e jour de gestation au 14e jour de gestation. Il dit pas trop hein, s'il en perd ou s'il n'en perd pas. Et il va regarder en F1, en F2 et en F3 et sacrifier à chaque fois à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé pour ces deux molécules? On regarde d'abord en haut pour la vinclozoline. D'accord? Donc, pour la vinclozoline, donc, vous avez, hop là, ici, d'accord? Donc, la concentration spermatique, la mobilité et le pourcentage de cellules apoptotiques. En clair, vous avez le groupe contrôle et en noir, vous avez... c'est peut-être mieux si je fais avec la souris, non? Non. Et en noir, vous avez la vinclozoline. Et donc, vous avez en fait un effet avec une diminution significative sur la F1, la F2, la F3, que ce soit pour la concentration, la mobilité et une augmentation du pourcentage de cellules apoptotiques sur les trois générations. Donc, beau travail, mais avec des doses toxiques sur une période limitée, donc c'est la période de mise en place de l'appareil reproducteur. Ok, donc on peut dire qu'on a un effet transgénérationnel. Par contre, hein, alors là, le flutamide, qui est aussi un anti-androgène, voilà, vous voyez en dessous, donc à deux doses, 5 mg kg jour et 20 mg kg jour, ben là, on n'a pas d'effet transgénérationnel. Même, on a un effet sur la F1, mais pas du tout sur la F2 et la F3. Donc, bon, c'est une étude intéressante parce que on monte deux anti-androgènes, un qui a un effet multigénérationnel, transgénérationnel, l'autre pas. Pourquoi? J'en sais rien. Dans un même protocole, ça a été fait parallèlement. Il n'explique pas. Mais par contre, on reste sur des doses en fait qui sont massives et donc qui n'ont strictement rien à voir avec l'exposition humaine. Alors, il y a eu d'autres études avec le bisphénol A notamment. Ils ont regardé sur 3 générations. Et ils ont utilisé en fait différentes doses. Et donc la dose journalière tolérable pour le bisphénol A, à l'époque, c'était 4 microgrammes par kilo et par jour. Donc, vous voyez les doses qui ont été utilisées. D'accord? Donc on est ils vont trouver, globalement, ils ne trouvent pas d'effets sur les doses faibles. Ils vont trouver simplement des effets sur des doses qui sont excessivement fortes. Bonjour. Autre effet transgénérationnel, donc avec les phtalates, une exposition pareille, du 7e au 14e jour de gestation, des doses qui sont excessivement élevées. Là, par contre, ils ont utilisé le gavage et ils vont retrouver donc un effet transgénérationnel, mais voilà. Le DEHP était utilisé à 500 mg par kilo et par jour, alors que la dose journalière acceptable est de 50 microgrammes par kilo et par jour. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur les doses réalistes? Les doses réalistes, donc nous, on a continué toujours avec le 1 mg par kilo et par jour. On a regardé donc la réserve spermatique, entre autres, on a regardé d'autres choses et on va rester sur la réserve spermatique. Donc ça, c'est pas un effet transgénérationnel, c'est un effet multigénérationnel. On a regardé soit une exposition qui était faite uniquement en gestation-lactation, soit une exposition qui était faite uniquement en période puberté jusqu'à l'âge adulte. Quand on expose en gestation-lactation, on n'a pas d'effet en fait sur la deuxième génération. Et on n'a pas d'effet, on a un effet mais qui est non significatif, c'était un P qui était à 0,1 et on n'a pas d'effet en deuxième génération. Alors que quand on expose en période puberté adulte, on avait un effet direct
donc sur la réserve spermatique, qu'on retrouvait donc en deuxième génération. Je vais accélérer. Là, on retrouve donc, je vais accélérer, on retrouve là aussi des effets transgénérationnels. Vous regarderez donc le travail qu'on a fait, ce qu'on retrouve aussi ici. Alors, quelles données chez l'homme? Les données chez l'homme, on peut regarder un petit peu ce qui se passe avec le distilbène, qui est peut-être un bon exemple si on veut rester sur d'une exposition. Enfin, c'est pas une exposition environnementale puisque c'est une molécule, mais donc vous savez en fait on retrouve en fait chez les femmes qui ont été exposées in utero, on retrouve des anomalies chez les garçons notamment, avec une augmentation de l'incidence de l'hyposphalia chez ces garçons. Et ça, on le retrouve donc dans plusieurs études. Et Sylvie Epelboin me disait, en fait, chez la petite fille aussi, on retrouve une augmentation des cas d'endométriose. Vous avez aussi l'accident de Seveso, donc l'accident de Seveso en Italie, qui a entraîné donc une exposition accidentelle, donc pas environnementale, à la dioxine. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que c'était les enfants qui avaient été exposés à la fois in utero et via le lait maternel, qui avaient des paramètres spermatiques qui étaient les plus altérés par rapport aux témoins et ceux qui avaient été exposés uniquement pendant la période, enfin uniquement in utero. Donc les mécanismes en cause, donc épigénétiques, bien entendu, et ce que montre en fait Skinner et Hanway, que c'est essentiellement en fait dû à des modifications de la méthylation. C'est ce qu'ils ont pu démontrer, mais toujours hein, avec ces protocoles, on utilise des doses qui sont excessivement élevées. Nous, dans notre étude, on travaille sur le multigénérationnel. On trouve plus en fait des modifications. On n'a pas trouvé des choses sur la méthylation, mais on a trouvé des choses plus sur les micro-ARN. Chez la femme, il y a beaucoup moins de données. On s'intéresse depuis beaucoup moins longtemps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on récupère les ovocytes, ben, c'est une population qui est un peu biaisée, puisque ce sont les femmes qui sont en AMP on fait donc pour lesquels on fait cette étude. Donc, on a le distilbène qui est connu. La puberté, c'est probablement multifactoriel, cette puberté avancée. Mais par contre, il n'y a pas en fait de réel lien entre bisphénol, phtalate, perfluoré et les OPK, les dysovulations, les IOP et l'endométriose. Je ne sais pas, il me reste combien de temps? Pas beaucoup? Je suis en retard. Ok, je passe. Je vous laisse tout ça. Vous lirez pour la femme. Il y a beaucoup de questions qui restent posées. Et on n'a pas. Je voudrais juste dire un truc, comme ça, justement par rapport à ça. Ce qu'il faut rajouter, donc je vous ai dit, en fait, les perturbateurs endocriniens, on est exposé à plusieurs perturbateurs endocriniens, mais après, en fait, dans la vie, on est exposé encore à plein de choses. On est exposé au tabac, on est exposé au stress. Et donc, si on veut s'intéresser, en fait, aux perturbateurs endocriniens, ben, il y a tout ce qui est autour dans l'environnement, il faut en tenir compte dans les analyses et on sait très bien que le stress va aussi avoir une influence sur les paramètres spermatiques, mais aussi sur la qualité de l'ovulation. Voilà, je m'arrête là. Chauffer le plastique numéro 5. Le plastique numéro 5, je ne sais pas ce que c'est que le Bah, plastique moi, numéro 5. j'avais pas entendu, mais je me demandais si vous en aviez parlé. Et, et en gros, non, bah, c'est tout. Il y a des gens qui sont intéressés pour suivre vos études sur les réseaux ou les liens. Mais ils demandent si vous avez ils peuvent vous suivre sur des réseaux, j'imagine, Instagram. Ouais. Oui, c'était ça. Insta. Non. C'est la première fois qu'on l'a. Ouais. Bah, je peux le mettre.